Et si la vérité sur la mort de Sankara exposait les plaies encore béantes de la souveraineté africaine? Imaginez, en plein cœur de l'Afrique de l'Est, alors qu'aucun nuage ne trouble le ciel ougandais, une tempête invisible gronde. Ce n'est pas le vent, mais les murmures persistants, les rumeurs d'une implication militaire ougandaise dans l'assassinat de Thomas Sankara, qui secouent aujourd'hui tout le continent. Sankara, ce nom qui résonne encore dans les rues de Ouagadougou, symbole d'une Afrique fière, indépendante, balayée par la trahison en octobre 1987. Pendant plus de 30 ans, on a parlé de complicité occidentale, de pression française, mais qui aurait cru que la main qui a frappé pouvait aussi venir de l'intérieur, de frères africains guidés dans l'ombre par des intérêts étrangers. Aujourd'hui, alors qu'Ibrahim Traoré, jeune président burkinabé, ravive le rêve d'une Afrique souveraine et défie ouvertement néocolonialisme et manipulation, la jeunesse réclame justice et vérité. Ignorer ces révélations, c'est risquer de condamner l'Afrique à reproduire les mêmes cycles de dépendance, de trahison et de soumission. Pour comprendre l'ampleur de ce séisme, il faut replonger dans l'histoire et la politique qui ont rendu possible ce drame. Pourquoi Sankara était-il perçu comme une menace inacceptable par l'Occident? Pour le comprendre, il faut plonger dans le contexte brûlant des années 1980 en Afrique de l'Ouest, une époque où chaque nouvel espoir de souveraineté semblait aussitôt encerclé par les forces du néocolonialisme. En 1983, Thomas Sankara prend le pouvoir à Ouagadougou à la faveur d'une révolution populaire inédite. Très vite, il bouscule tout. Il débaptise la Haute-Volta pour la rebaptiser Burkina Faso, le pays des hommes intègres, et lance un programme radical d'autosuffisance, de justice sociale et de lutte impitoyable contre la corruption. Fini les valises de billets pour acheter les consciences, Sankara rêve d'un pays où la dignité ne se négocie pas. Il prône l'émancipation des femmes, la vaccination de masse, la reforestation et surtout l'indépendance vis-à-vis de l'aide internationale et des diktats des institutions financières mondiales. Cette audace dérange. Elle choque une France qui, malgré les indépendances proclamées, garde la main sur les banques, les mines et même la monnaie à travers le franc CFA. À Paris, la crainte grandit. Si le modèle Sankara fait école, c'est tout l'édifice néocolonial en Afrique de l'Ouest qui risque de s'effondrer. Mais Sankara ne s'arrête pas à la porte de son pays. Il tisse des alliances avec d'autres figures panafricanistes, comme le Libyen Mouammar Kadhafi ou le Ghanéen Jerry Rawlings. Ensemble, ils rêvent d'une Afrique libre des tutelles étrangères, soudée par des liens de solidarité. Or, cette dynamique inquiète les puissances occidentales. Pour elles, voir fleurir un réseau de leaders anti-impérialistes, c'est la menace d'un effet domino, capable de balayer des décennies d'influence, de profit et de contrôle. Dans cette bataille d'influence, la sécurité devient un enjeu central. Sous la pression de la guerre froide, l'Occident tisse des réseaux régionaux de renseignement et d'intervention pour museler toute voix dissidente. C'est ainsi que l'Ouganda, bien loin du Burkina Faso, émerge comme un allié stratégique. Le président Museveni, fraîchement arrivé au pouvoir après une longue lutte armée, présente son pays comme un rempart face aux mouvements radicaux. En échange d'un soutien militaire et financier, l'Ouganda intègre les circuits de renseignement façonnés par les intérêts occidentaux. Ce contexte régional et international fait peser une menace permanente sur tout leader africain qui ose défier l'ordre établi. Le risque est immense. Chaque révolutionnaire, chaque président visionnaire qui s'attaque à la dépendance ou à la corruption sait intimement qu'il peut, à tout moment, être trahi, isolé ou pire, éliminé. La tragédie de Sankara, c'est aussi celle de l'Afrique qui rêve, mais se heurte à un système où la loyauté nationale vacille trop souvent devant les pressions étrangères. Mais alors, comment expliquer que l'Ouganda, ce pays d'Afrique de l'Est à des milliers de kilomètres, se retrouve soudainement au cœur du complot contre Sankara? Une alliance insoupçonnée, la preuve que l'Afrique peut trahir ses propres idéaux au nom d'intérêts extérieurs. Pendant des années, on a cru que l'assassinat de Thomas Sankara n'était qu'un drame entre Burkinabés, l'œuvre de rivaux ou de traîtres locaux. Mais de nouveaux éléments,
exhumé par l'équipe d'enquêteurs mandatée par le gouvernement Traoré et confirmé par des documents déclassifiés, bouleverse cette version officielle. Il montre que des agents du renseignement militaire ougandais étaient bel et bien présents à Ouagadougou dans les semaines qui ont précédé le coup fatal du 15 octobre 1987. Sous couvert d'accords de coopération militaire et diplomatique, ces opérateurs ougandais, pourtant censés œuvrer à la stabilité régionale, ont en réalité fourni un soutien tactique, partagé des informations sensibles et assuré la coordination logistique des putschistes menés par Blaise Compaoré. Loin d'être des spectateurs, ils étaient au cœur du dispositif. Mais surtout, ils n'agissaient pas seuls. Leur engagement s'inscrivait dans un vaste réseau régional piloté, en coulisses, par des intérêts occidentaux. Les liens établis à travers l'aide militaire et la formation reçue des États-Unis et de la Grande-Bretagne avaient progressivement intégré ces officiers ougandais dans des réseaux de renseignement opérant en Afrique, souvent au service d'objectifs étrangers. Ce qui frappe, c'est que la participation ougandaise à l'assassinat de Sankara n'était ni accidentelle ni isolée. Cette affaire révèle une opération multilatérale. Plusieurs États africains, entraînés par l'appât du gain ou poussés par la peur de déplaire à leurs partenaires occidentaux, ont participé à l'élimination d'un chef jugé trop dangereux pour l'ordre établi. Sankara dérangeait, non seulement pour ses idées révolutionnaires, mais parce qu'il incarnait la possibilité d'une véritable indépendance africaine. Son sort, désormais, dépasse le cadre du Burkina Faso. Il met en lumière les failles d'un système où les institutions militaires africaines, loin d'être des boucliers pour leur peuple, peuvent devenir les instruments d'une oppression venue d'ailleurs. Pour la jeunesse africaine, ces révélations sont un choc. Elles entachent la mémoire de Sankara, mais surtout, elles fragilisent la confiance dans les institutions censées défendre les intérêts du continent. Si de tels réseaux de trahison restent dans l'ombre, que garantit qu'un autre rêve africain ne sera pas un jour abattu de façon tout aussi méthodique? À chaque compromis, à chaque silence complice, c'est la dignité africaine qui vacille. Mais face à ces vérités, un espoir subsiste, celui d'une génération décidée à rompre le cycle, à exiger justice et transparence. Alors, comment Ibrahim Traoré et l'Afrique choisissent-ils de réagir à cette onde de choc? Quelles conséquences pour l'avenir du continent et la quête de souveraineté? C'est ce que nous allons découvrir dans la suite. Une génération refuse la loi du silence. La quête de vérité devient contagieuse. Dans tout le continent, l'annonce d'une possible implication militaire ougandaise dans l'assassinat de Thomas Sankara fait l'effet d'une onde de choc. Ibrahim Traoré, lui, ne tergiverse pas. Il ordonne une enquête approfondie, exhume les archives, exige des comptes à Kampala et prône une transparence totale, sans compromis. Son message est clair, plus jamais l'Afrique ne doit tolérer l'opacité ou l'impunité, d'où qu'elle vienne. Mais du côté ougandais, la réaction est tout autre. Museveni, devenu l'un des plus anciens dirigeants africains, se mure dans l'ambiguïté. Les porte-paroles du gouvernement se réfugient derrière des déclarations prudentes. Ils nient toute politique officielle d'ingérence, tout en admettant que certains officiers ont pu être impliqués dans des opérations régionales sous l'égide d'accords internationaux. Cette esquive, ni franche ni convaincante, suscite méfiance et colère. Qu'a réellement su l'Ouganda? À qui servait-il? Les jeunes leaders africains, la société civile et les militants panafricanistes ne se satisfont plus de ces demi-vérités. Dans les rues de Ouagadougou comme sur les réseaux sociaux de Dakar à Nairobi, la jeunesse s'empare du débat. Pour beaucoup, Traoré incarne ce sursaut d'orgueil et de lucidité qui manquait tant à l'Afrique officielle. Les échanges sont passionnés. Peut-on encore parler de solidarité panafricaine quand nos propres armées sont instrumentalisées pour éliminer nos leaders les plus visionnaires? Qui protège vraiment l'intérêt du peuple africain quand nos institutions militaires servent trop souvent des agendas extérieurs? Face à cette crise, Traoré propose un geste fort. La création d'une commission vérité et réconciliation à l'échelle du continent consacrée à l'histoire des assassinats politiques, des coups d'État et des ingérences étrangères. Objectif: faire éclater la vérité, rendre justice et restaurer la confiance dans les institutions africaines.
Mais ce choix audacieux n'est pas sans risque. L'Ouganda, déjà sur la défensive, menace de s'isoler diplomatiquement. Certains craignent l'effet domino. D'autres pays pourraient à bientôt voir surgir leur passé trouble, poussant à une vague de revendications pour la justice. Pourtant, accepter l'opacité, c'est sacrifier toute chance de souveraineté réelle et de réconciliation. C'est renoncer à la dignité, à la mémoire et au pouvoir de façonner l'histoire de l'Afrique. Ce bras de fer, entre la volonté de vérité, portée par une nouvelle génération, et le réflexe de protection des intérêts établis, marque une rupture. La suite est cruciale, car la quête de justice ne pourra aboutir sans une réinvention profonde des institutions africaines et l'exigence d'une nouvelle justice à la hauteur des aspirations du continent. Les idées de Sankara n'ont pas été assassinées. Elles réclament aujourd'hui d'être incarnées. Face à l'onde de choc provoquée par la révélation du rôle militaire ougandais dans sa mort, une question s'impose. Comment empêcher que l'histoire ne se répète? Et comment redonner vie à la vision d'indépendance et de dignité que Sankara portait? La réponse commence par une exigence claire, l'ouverture totale des archives. Tant que les vérités restent enfermées dans des coffres poussiéreux, la méfiance mine toute coopération africaine. Il faut que chaque pays, du Burkina à l'Ouganda, en passant par tous les États concernés, accepte de faire la lumière, sans calcul, sans réserve. Car sans transparence, impossible de tourner la page, impossible de construire une confiance nouvelle. Mais l'ouverture des archives n'est qu'un premier pas. La vraie rupture, c'est d'exiger une transparence totale autour des accords militaires et des circuits d'influence qui continuent d'alimenter la dépendance. Les mécanismes de contrôle citoyen doivent être renforcés pour que plus jamais des institutions africaines ne soient instrumentalisées contre leur propre peuple. Ce contrôle ne doit pas rester une promesse vague. Il s'agit de doter la société civile, les médias, la jeunesse, de moyens réels pour surveiller, questionner et, si besoin, dénoncer les dérives de leurs dirigeants. C'est là que la jeunesse a un rôle historique à jouer. Aujourd'hui plus que jamais, ce sont les jeunes, les mouvements citoyens, les intellectuels et les artistes qui exigent des comptes. Ils refusent l'amnésie et la résignation. Leur mobilisation dans les rues d'Ouagadougou, leur insistance à réclamer la justice pour Sankara, rappellent que la souveraineté ne se décrète pas. Elle se conquiert et se protège chaque jour contre les manipulations extérieures, mais aussi contre nos propres complicités. L'enjeu, ce n'est pas seulement de juger les fautifs, mais de sortir enfin des systèmes hérités du colonialisme, ces systèmes où la loyauté envers l'Afrique passe souvent après des intérêts étrangers. Poursuivre la justice, y compris devant des instances internationales si nécessaires, c'est établir un précédent. C'est dire clairement que le temps de l'impunité est révolu et que la mémoire de Sankara n'est pas un symbole creux, mais une force vivante pour bâtir une Afrique qui refuse toute compromission. Mais attention, manquer cette occasion, c'est accepter que l'Afrique reste l'otage de ses propres compromissions. C'est trahir non seulement les rêves de Sankara, mais l'espoir de toute une génération. Car la crédibilité des institutions africaines, la possibilité d'une vraie indépendance, la justice pour Sankara et la capacité de la jeunesse à façonner l'histoire, tout cela se joue maintenant. Ce moment de vérité débouche sur une question ultime. Sommes-nous prêts à choisir la vérité, même au prix de l'inconfort? Ce n'est pas seulement l'affaire de Traoré ou de Sankara, c'est le combat de toute une génération. Aujourd'hui, ce qui est en jeu dépasse largement le scandale d'archives cachées ou la révélation d'une implication étrangère dans un crime politique. C'est notre rapport à l'histoire, à la vérité et à la dignité qui se joue. Si l'on ferme les yeux, si l'on laisse ce moment filer, alors on accepte que l'Afrique continue à bâtir son avenir sur des fondations de mensonges, de non-dits et de crimes impunis. Ce serait choisir la facilité de l'oubli, plutôt que le courage de se confronter à ce qui dérange. Mais la force de Sankara, c'est que ses idées survivent à sa disparition. Aujourd'hui, elles résonnent dans la voix d'une jeunesse qui refuse la compromission, qui demande des comptes, qui exige que justice soit faite non seulement pour le passé, mais pour l'avenir du continent. On voit déjà des leaders comme Ibrahim Traoré
oser briser l'omerta, défier les puissants, et demander que l'Afrique cesse d'être le théâtre de drames orchestrés dans l'ombre de puissances extérieures ou de réseaux internes corrompus. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, est la condition de l'indépendance véritable. Reconnaître les complicités, ouvrir les archives, juger les responsables. Ce n'est pas une option, c'est une nécessité pour que la jeunesse africaine cesse d'hériter d'un système d'oppression déguisé en institution nationale. Alors, la question est simple. Allons-nous, individuellement et collectivement, refuser la facilité du silence? Ou aurons-nous le courage d'imposer la justice et la souveraineté comme exigence fondamentale? Ce combat exige d'être mené partout, sur les places publiques, dans les écoles, sur les réseaux sociaux, car il ne s'agit pas seulement de justice pour Sankara, mais de la capacité de l'Afrique à écrire, enfin, sa propre histoire.